toutes et à tous, très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode du No Way Podcast en compagnie d'Olivier Bollier. Nous sommes ici chez lui, à Lyon, dans sa ville, et on va partager un moment ensemble, une discussion comme vous le savez, sans concession. On va parler bien entendu du monde du sport, de la préparation physique, et puis de tout ce qui a trait à la pratique d'Olivier, son parcours. On va voir un petit peu tout ça ensemble dans ce nouvel épisode. Olivier, déjà, merci de nous accueillir chez toi. Et on va commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter alors, sur ton parcours à la fois professionnel, à la fois sportif. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Je m'appelle Olivier Bollier, j'ai 47 ans. D'un point de vue de mes formations, je suis docteur en sciences du sport, donc j'ai une formation de chercheur à l'origine. Et en parallèle de ça, j'ai été athlète de haut niveau dans les jeunes catégories en athlétisme. Assez tôt, je me suis assez grièvement blessé, ce qui m'a fait sortir du monde de la compétition et qui m'a fait rentrer de plein pied dans le monde de l'entraînement et de la préparation physique, plus de 20 ans maintenant. Plus récemment, je me consacre à la formation et à l'accompagnement des athlètes. Là, sur 2024, j'ai limité le nombre d'athlètes avec lesquels, dont je m'occupe à 3 athlètes, parce que là, je suis plutôt sur la fin de ma première partie de carrière en tant qu'entraîneur. Maintenant, je me consacre plus sur la formation. J'ai une athlète qui a fait encore les minima pour les Jeux de Paris, quand même, en athlétisme. Ça sera ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux, mais voilà pour la présentation rapide. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, dans ton cursus, qu'il soit sportif comme professionnel, tu me disais que tu as une première partie de carrière vraiment plus orientée terrain aujourd'hui, donc tu t'orientes plutôt sur la formation. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous faire un peu un bilan de cette première partie de carrière, entre guillemets? Qu'est-ce que tu as retenu de ces années-là? Parce que je sais que j'ai des copains à moi qui t'ont eu en tant que prof, parce que tu as été également prof sur le cursus STAPS, Ouais, très longtemps. pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que tu as pu constater un petit peu comme évolution durant cette première partie de carrière? Et si tu devais en tirer, alors pas des leçons ou des enseignements, mais en tout cas, si tu devais détacher certains moments clés, lesquels seraient-ils? La grosse évolution dont j'ai été le témoin ces 20 dernières années, alors je vais parler de ce que je connais le plus, c'est-à-dire le STAPS, sciences du sport et la prépa physique. Et globalement, je pense qu'on peut un petit peu le généraliser au reste. Si j'ai vu une explosion des effectifs. Okay. En master, à Lyon, les effectifs ont été multipliés. Je ne pourrais pas dire par le nombre, mais avant, il y avait des promotions qui correspondaient à une classe. Je crois que la première promotion du Master 2 de prépa physique de Lyon, je crois de mémoire que c'est 2005. Il y avait dedans Aurélien Broussel-Berval, que ce qu'ils étaient étudiants. Ouais, on s'est rencontrés à ce moment-là. J'étais tout jeune formateur. Je crois qu'ils étaient 30. Hein. Ah oui, ok. Maintenant, ils ne sont pas 30. Quoi. Ah, ouais. Donc les effectifs ont pris en fait une augmentation vertigineuse. Quoi. Donc j'ai vu l'explosion du budget de prépa physique en France. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as une idée de pourquoi il y a eu cette explosion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le justifiait? Est-ce que tu penses que c'est un attrait vraiment pour le milieu? Est-ce qu'il y a peut-être de nouveaux cursus qui se sont créés? Comment tu t'analyses un petit peu cette évolution? Disons qu'il y a 20 ans, il faut vous imaginer une chose, c'est qu'il fallait encore convaincre certains staffs, certains sportifs, que la prépa physique, c'était utile. Ça paraît difficile à croire maintenant. Oui, bien sûr. Mais en fait, la prépa physique d'il y a 20 ou 25 ans, c'est un peu comme la prépa mentale maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas convaincus de l'intérêt de la chose. Et il faudra des années avant que tout le monde soit convaincu qu'une bonne pratique de prépa mentale, une bonne pratique, je le répète, c'est utile pour tout le monde. Voilà. Une bonne pratique de prépa physique, c'est utile pour tout le monde. Mais alors, qu'est-ce qu'on met dans bonne pratique? Et donc, il y a 20 ans, il fallait convaincre. Donc, si tu veux, c'était pas l'âge d'or. Si, c'était l'âge d'or parce qu'il y avait plus de travail. Mais il y avait ce rôle d'expliquer aux sportifs, aux entraîneurs que faire de la muscu, c'était utile pour courir plus vite. Quoi. Je t'ai dit un truc un peu bête, mais ouais, c'était ça. Donc voilà ce qui a fait qu'à mon avis, ça a pris beaucoup d'importance. C'est que
année après année, les gens se sont fait convaincre, à juste titre, que la prépa physique c'était utile. Donc en parallèle de ça, les réseaux sociaux sont arrivés quand même aussi. C'est la dernière année, tu vois, ça correspond aussi à l'avènement d'Internet. Donc on s'est rendu compte que, tu vois, quand tu voyais des vidéos des Américains en NFL, en football américain, tu voyais ce qu'ils faisaient et tu voyais ce qu'on faisait. Tu vois, autant maintenant, je trouve qu'on n'a pas trop à rougir de ce qu'on peut proposer en France ou en Europe. Autant il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ça fait mal. Quoi. Alors, c'est super intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. On a très souvent tendance à comparer un petit peu le système entre guillemets européen et le système anglo-saxon. Moi, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion d'avoir un entraîneur qui a pu exporter un petit peu son savoir-faire, qui était mon entraîneur, Fred, qui est parti aux États-Unis pour animer les summer camps de l'équipe américaine de natation synchronisée. Et du coup, pendant 3-4 ans, il a travaillé avec le Team USA en natation synchronisée. Et je lui ai posé cette question, alors, en gros, quand il est revenu, alors, les US, c'est quoi? Et en fait, j'ai été relativement étonné de ce qu'il a pu me dire. Il m'a dit, c'est une pratique très empirique, mais il n'y a aucune réflexion autour de la méthodologie, autour de l'approche, etc. Et il me dit, en réalité, en France et en Europe, on a une belle sorte devant nous parce qu'on a cette approche beaucoup plus méthodologique, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée, alors qu'aux États-Unis, c'est un petit peu le no pain, no gain. Quel est ton regard un petit peu là-dessus, sur le savoir-faire et sur la compétence qu'on peut avoir en France? Alors pour le coup, moi qui ne suis pas du tout issu d'un cursus statien, je suis plutôt quelqu'un qui me suis forgé un petit peu sur le terrain. Quel regard tu peux avoir là-dessus, sur cet aspect vraiment méthodologique et réfléchi? Toi qui en plus de ça as entraîné des athlètes de haut niveau, donc tu as été confronté, tes athlètes ont été confrontés à ce qui se fait mieux sur la planète sport. Ouais. Maintenant, tu vois, je le redis, je trouve qu'il y a quand même une sorte de mondialisation des connaissances qui fait que, surtout avec la formation en ligne, si tu veux apprendre de Christian Thibaudeau, pour prendre un nom connu de tous dans la musculation et la prépa physique, tu sors ta carte bleue, tu fais une formation en français ou en anglais, mais bon, voilà, si tu n'arrives pas à baragouiner 3 mots d'anglais, bon, c'est quand même un gros problème. Donc tu arrives quand même à te former mondialement, quoi, grâce aux nouvelles technologies. Donc il y a une sorte de mondialisation, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction. On n'a plus trop à rougir, je trouve, de ce qu'on peut proposer en France. Mais il y a 10 ans ou il y a 20 ans, quand j'ai rencontré Aurélien, tu vois, les bouquins, Aurélien Boussaldara, quand je l'ai rencontré quand il était en formation, les bouquins en français sur la prépa physique, il peut y en avoir 3, quoi. Ouais. C'est-à-dire 3. Tu passais en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, il y en avait 30 ou 300, je ne pourrais pas te dire, mais pour être à l'époque, on est plus proche des 300 parce que, bien sûr, je dis tout ça pour donner un ordre d'idée. C'est-à-dire que nous, c'était le désert, quoi. Le désert des connaissances francophones sur la muscu, il y avait un petit peu, mais la prépa physique, c'était le néant. Ou presque. Il y avait quelques livres. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, il y avait tout à apprendre, quoi. Donc là, je partage moins l'avis de ton entraîneur. Peut-être qu'en gym, c'était différent. Et en muscu et en prépa physique, France, il y a 20 ans, c'était le néant même de la production, tu vois. Quand il n'y a pas de livre sur un sujet, c'est mauvais signe, quoi. En fait, ça veut dire que personne s'y intéresse et personne n'est capable ou n'a le courage de s'exposer pour raconter 3 trucs, quoi. Et même quand on a sorti notre premier livre avec Aurélien, la prépa physique moderne, qui du coup maintenant est plus moderne du tout, c'est le problème quand tu mets moderne. C'est 2010, ça fait déjà 15 ans, 14 ans. Ça a été longtemps d'ailleurs, l'un de mes livres de chevet, entre guillemets. Même en 2010, c'était encore balbutiant. Ouais, c'était balbutiant, quoi, tu vois. Et donc, tout ça pour te dire que les choses ont vraiment évolué. Puis les réseaux sociaux ont fait que maintenant, l'information, elle est disponible à un niveau qui est d'ailleurs délirant dans le mauvais sens, parce que je plains un jeune de 18 ou 20 ans, pas parce qu'il est jeune, mais je le plains parce que je pense qu'il a du mal à trier. Et nous, on n'avait pas de mal à trier, il n'y avait rien. Presque rien, je caricature. Pour le coup, la difficulté dans les débuts, elle était autre, parce que du coup, seuls les véritables passionnés, ou en tout cas les gens qui avaient vraiment une envie de s'enrichir sur ces
perspective-là, et tu es obligé d'aller chercher vraiment l'information. Je sais que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Rudy Koya aussi, qui me tenait exactement les mêmes propos, où ça a été l'un des premiers d'ailleurs en France à publier au sujet de la musculation, etc., via son blog au début et via par la suite les réseaux sociaux. Très intéressant ton propos, et du coup je vais en revenir à ma seconde question. Est-ce que tu penses que aujourd'hui tu es assez présent sur les réseaux sociaux, également sur YouTube, quelle est ta vision sur Instagram versus YouTube? Je sais qu'on a eu l'occasion un petit peu d'en discuter en off avant cette vidéo, mais je trouvais ton point de vue assez intéressant. Quelle est pour toi la plateforme aujourd'hui, si on est à la recherche vraiment de contenu pertinent, et si on devait faire le tri, est-ce que pour toi Instagram reste le plus impactant, ou est-ce que YouTube est peut-être une solution un petit peu plus... Le problème d'Instagram, moi j'ai fait ma communauté sur les réseaux sociaux via Instagram. Je vais surtout pas dire que c'est pas intéressant, mais le problème c'est que maintenant, tous les contenus verticaux, si tu balances pas des punchlines dans les premières secondes et tu tabasses pas pendant une minute, plus personne t'écoute. Donc, c'est à la fois un bon exercice, parce que c'est pas inintéressant, tu vois, de condenser l'information, de la rendre impactante. C'est pas inintéressant. Enfin, au bout d'un moment, une minute, ça reste une minute, quoi. Tu vois. Là, on se pose, on est tranquille. Je peux prendre un temps de réflexion. Bref, on est là, on se pose quelques instants pour essayer de parler un peu intelligemment. Donc Instagram, c'est la plateforme majeure dans notre métier, mais elle est en train de tourner à la caricature. La caricature du clash, du clivant, du réactionnel, on réagit, ah ouais, t'as vu. Bon. Donc moi, là, je continue à être sur Instagram parce que j'ai 40 000 abonnés, c'est dommage que je ferme la boutique. Mais je me concentre maintenant sur YouTube parce que c'est du contenu horizontal, les gens le consomment plus calmement. On peut mettre des bémols, on peut discuter, on peut approfondir. Donc je pense que les deux se marient bien, quoi. Mais pour apprendre des choses quand même profondes, ça devient compliqué. Ouais. Je pense que tu as parfaitement résumé la situation. Je pense qu'Instagram est un bon outil de mise en relation finalement des gens, un peu ce qui a été à l'origine Facebook, sur une mise en relation, parce que finalement on s'est rencontrés aussi, on a eu la chance d'échanger, et nos premiers échanges se sont faits via les réseaux sociaux. Mais en effet, je partage complètement ton point de vue. Aujourd'hui, la problématique des réseaux sociaux et particulièrement d'Instagram, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a la parole, entre guillemets. C'est très facile de poster du contenu rapide, du contenu flash, etc. Il suffit d'avoir une bonne compréhension de l'algorithme et on peut très vite percer sans forcément avoir un contenu très pertinent, ou en tout cas qui apporte vraiment quelque chose à une thématique spécifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que YouTube, alors personnellement moi-même, je suis un énorme consommateur de contenu sur YouTube, finalement assez peu sur Instagram. Je passe beaucoup de temps sur Instagram, mais plus pour scruter un petit peu les tendances, ce qui se propose, etc. Parce que on peut pas nier quand même que Instagram soit un super outil. Même moi, dans la pratique qui est la mienne sur la gymnastique, etc., ça me permet de voir des éducatifs, de voir des manières d'appréhender certaines choses de manière complètement différente. Et ça, je trouve que c'est quand même un des véritables avantages. Néanmoins, en effet, quand on veut aller chercher un petit peu de connaissances, de compétences, comme tu disais, de profondeur de discussion, je pense que YouTube est quand même quelque chose de complètement différent. Parce que déjà, le format, en effet, le format large, permet d'avoir des discussions un petit peu plus étendues. Ça permet aussi d'illustrer de manière un petit peu plus pratique certains propos. Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, comme tu le disais précédemment, pour des jeunes qui débarquent un petit peu, qui suivent une formation et qui ont envie d'enrichir un petit peu le contenu. Et c'est quand même assez difficile d'arriver à faire un tri un petit peu au milieu de toutes ces informations, parce que ça regorge de comptes. Et aujourd'hui, je pense que les gens, c'est assez malheureux d'ailleurs, mais apportent plus de crédit à quelqu'un qui a un gros nombre de followers et les fameux likes qu'il va y avoir en dessous des posts. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs je masque le nombre de likes, parce que je veux pas que les gens s'intéressent à mon contenu juste parce qu'il y a des likes. Et ça, je trouve que alors ça peut me desservir, hein, c'est une certitude, mais c'est pas grave.
Alors que sur YouTube, les gens font vraiment l'effort et la démarche de venir sur YouTube pour chercher un contenu spécifique. Alors Instagram, c'est très facile, hein, on scroll et ça va vite. Est-ce que tu penses quand même que, alors pour le coup, toi, tu es quand même un préparateur physique connu et reconnu sur le plan français, mais également dans le milieu de la francophonie et même sur le plan international. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux sont un vecteur pour aller chercher une clientèle dans le cadre de ton activité à toi, en tant que préparateur physique, ou est-ce que tu penses que ça reste quand même assez sommaire finalement? Je pense que maintenant, les préparateurs physiques pourront trouver leurs clients, leurs sportifs, sur les réseaux. Je pense que c'est possible. Ça reste bien moins vrai que dans le fitness, où là, acheter des drogues ou même avoir un coach en ligne dans le monde du fitness, de la muscu, c'est très facile. En prépa physique, le bouche à oreille à l'ancienne reste encore très fort, très très fort. Et moi, je vais prendre un exemple. Par exemple, ma dernière athlète sélectionnée au jeu, Flavie Renoir, sur 3000 steeples en athlétisme, donc, son entraîneur m'a recruté en ligne. D'accord. Donc, tu vois, une athlète olympique, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, c'était sur ma newsletter, donc c'était déjà un peu filtré, mais la newsletter, tu la rencontres pas dans la rue, tu la rencontres sur les réseaux. Donc, tu vois, jusqu'à Flavie, j'avais un doute sur le fait qu'on pouvait avoir des athlètes de haut niveau, recruter des athlètes de haut niveau grâce aux réseaux sociaux. Là, j'ai un contre-exemple. Ceci étant, j'en ai pas 50 non plus. Mais je suis la génération qui risque pas d'en avoir 50 parce que j'ai fait plus d'athlètes hors des réseaux sociaux que dedans, parce que tout simplement, ça n'existait pas ou peu, quoi. Si tu veux, il y a 10 ou 20 ans, c'était hors de propos, quoi. Alors après, ta spécificité peut-être aussi fait que pendant longtemps, tu as travaillé aussi avec des fédérations, Ouais. si je ne m'abuse. Donc forcément, les fédérations de principe, elles recrutent rarement sur les réseaux sociaux. C'est plus, entre guillemets, comme tu disais, par du bouche à oreille, par l'ancienne. Voilà, l'ancienne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le réseau est toujours quelque chose d'important? Tu vois, j'ai écouté encore hier un podcast où donc l'intervenant dans ce podcast disait qu'aujourd'hui, le milieu de la préparation physique particulièrement, c'était vraiment beaucoup du réseau, plus que finalement même parfois de la compétence. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que parfois certains préparateurs physiques se retrouvent à des postes auxquels ils ne devraient pas être, mais est-ce que tu penses que le réseau a un véritable impact sur prépa physique? C'est extrêmement sclérosé. C'est-à-dire les univers déjà sont assez hermétiques. Je vais te donner un exemple. Tu vois, moi j'ai 47 ans, qu'on le veuille ou non, j'ai écrit 4 livres, je suis connu, qu'on m'aime pas. Force est de constater que j'ai quand même fait beaucoup de choses dans ma carrière. J'ai jamais eu le moindre contact avec le football. Jamais un doigt de pied dans le football. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant ou c'est étrange. C'est pour te dire à quel point les univers sont sclérosés. Et si t'es pas du sérail, je prends l'exemple le plus hermétique du monde, c'est la foot. Si t'es pas du sérail, que tu t'appelles Bollier, Broussal, je ne sais qui d'autre de connu en France, tu n'es pas un doigt de pied dans le football. Tu n'en es pas un. Et c'est pour le coup, on en discutait également en off, parce que dans le milieu de la gymnastique, c'est un petit peu pareil. Ouais. Mais sans le côté pognon. Sans le côté avec tout, voilà, ça c'est la grosse différence, c'est qu'en réalité, dans des gros clubs, en plus de ça, toi tu es natif de Lyon, donc tu as connu les heures fastes de l'Olympique Lyonnais, donc en effet, où à l'époque, il y avait de gros moyens, il y avait une structure qui tournait extrêmement bien, et c'est vrai que c'est assez, alors quand je dis assez marrant, en réalité, je trouve ça triste de me dire qu'en fait, on a des mecs qui ont une véritable expérience, une véritable expertise, qui sont connus et reconnus dans le milieu, qui sont du coin, qui sont locaux, et à côté de ça, on va aller prendre des préparateurs physiques italiens, argentins, anglais, etc. C'est assez marrant, et ça, je trouve que c'est très foot, c'est une mentalité très foot, mais c'est aussi une mentalité un petit peu, je trouve, sport collectif, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'œuvrer sur une saison avec un club de basket, à un niveau beaucoup plus bas, c'est en National 2, mais la mentalité sport collectif en préparation physique est quelque chose d'assez complexe, d'assez particulier. Moi, au bout d'une saison, j'ai été remercié, mais ça m'allait très bien. S'il ne m'avait pas remercié, c'est moi qui l'ai remercié. Parce qu'en effet, c'est très compliqué
j'ai l'impression qu'on a on a une culture où dans le sport collectif, on n'ose pas prendre de risques. Hein. Il ne faut surtout pas que les mecs se blessent, parce qu'il y a une notion d'argent aussi derrière. Est-ce que tu penses que, on a parlé justement du foot, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une véritable différence entre un préparateur physique dans les sports collectifs ou dans les sports individuels? Est-ce que tu penses que la compétence, en tout cas, elle est peut-être plus importante chez un préparateur physique à titre individuel qu'à titre collectif? En tout cas, moi, je pense que c'est mon sentiment. Au sens où, quand tu as un individu, il vient vraiment te chercher pour ce que tu es, ce que tu peux lui apporter, alors que sur du sport collectif, on reste quand même assez vague. Il faut qu'on ait un mec à la tête de la cellule de préparation physique, mais il n'est pas vraiment libre de ses actes. Je partage globalement ton avis. Individuel versus collectif, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Après, dans les sports collectifs, il y a une grosse différence aussi. Plus le sport collectif a un impact physique fort, je pense au rugby, moins c'est vrai. Ouais. En fait, le rugby ressemble plus au sport individuel parce que l'exigence physique du rugby est telle que vraiment, si tu n'as pas un spécialiste du développement de la force pour rendre tes joueurs forts, tu vas pas faire illusion longtemps. De part peut-être aussi les différents profils, les profils qu'il va y avoir sur le terrain, forcément entre un ailier et un demi-mêlée, forcément on va pas avoir les mêmes, on va pas du tout avoir les mêmes. Donc tu vois, je mets le rugby à part, mais le foot, par exemple, typiquement, c'est l'exemple le plus caricatural de ce que peuvent faire les prépas physiques, et à leur place, je suis pas sûr que je ferais bien mieux. Ouais, si tu me donnes plus de 10 000 € par mois pour pas faire grand-chose, bien malin celui qui va prendre un risque et renoncer à autant d'argent sous prétexte de... Ouais, bien sûr. Et c'est un exemple qu'on retrouve énormément dans le foot. Quand on écoute un petit peu les témoignages des joueurs qui partent à l'étranger, ou les joueurs étrangers qui arrivent dans le championnat français et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma en fait. Les joueurs de foot sont pour la plupart du temps sous-entraînés. Alors beaucoup revendiquent le fait de dire ouais mais on joue tous les 3 ou 4 jours. Oui mais là, cela étant, beaucoup de joueurs sont sous-entraînés. Et ça c'est un constat qui a été fait, qui a été établi. Je crois que j'ai lu ça dans un papier où apparemment les joueurs français sont c'est le championnat où les joueurs sont le plus sous-entraînés dans l'ensemble des pays composant le système Ligue des Champions, etc. Donc c'est vrai que c'est assez marrant, et c'est vrai que pendant des années, on a pu voir qu'il y avait vraiment une différence d'impact, notamment entre l'Italie, entre l'Espagne, entre le championnat anglais, qui est un championnat aussi également assez rude. Comme tu disais, la peur finalement de prendre un risque. Toi qui as eu l'occasion de bosser pour des fédérations, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'envers du décor, parce que ça, je trouve que c'est très intéressant. On parle finalement relativement peu de ce qui se passe un petit peu en coulisses. Est-ce qu'il y a des consignes qui sont données spécifiques, ou est-ce que finalement toi tu as toujours eu quand même pas carte blanche, mais en tout cas une liberté d'expression importante? Moi j'ai fait donc que des sports individuels, mais quand même plein de sports individuels qui ont rien à voir. Et je trouve que j'ai jamais de souvenir d'oppression, tu vois. Okay. C'est-à-dire que globalement, les gens font confiance, au moins laissent la place à l'espoir, tu vois, que la personne qui va recruter va faire quelque chose. Et après, ils jugent, bien sûr, c'est évident. Je trouve que dans les sports individuels, on te laisse un petit peu tranquille le temps de faire, de montrer ce que tu as à montrer, quoi. C'est pas... Donc non, moi je trouve que tu peux plus t'épanouir dans les sports individuels. C'est pas pour ça que on peut faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on tente des choses, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais quand même, la pression est moindre. Alors certes, il y a la pression financière qui est sans commune mesure. Il n'y a pas de sport individuel où tu gagnes autant en moyenne que du foot. Bien sûr, tu as toujours les grands champions, tu as Teddy Riner qui est millionnaire, ça d'accord, mais c'est pas représentatif du judo. Ouais, bien sûr. Tu as surtout plein de judokas qui gagnent peu d'argent et qui travaillent à des 4 pour aller. Donc voilà, donc c'est pas, il faut jamais prendre des exceptions comme règle. Mais ouais, en sport individuel, on te laisse un petit peu travailler quand même, quoi. Voilà. Donc ça, c'est précieux. C'est précieux. Mais tu gagnes pas beaucoup. Alors,
pour le coup, bah, ça fait partie des questions que je voulais te poser, notamment pour les personnes qui nous regardent, alors que ce soit on va avoir des personnes qui sont pas du tout qui s'intéressent à la pratique sport, préparation physique, mais qui sont pas forcément professionnels du milieu, ou également on a peut-être des jeunes auditeurs qui se prédestinent peut-être au métier de préparateur physique. Chose extrêmement taboue aussi en France, on parle très peu d'argent, on parle très peu des revenus d'un préparateur physique. Alors sans rentrer dans des sommes très précises, aujourd'hui, un mec comme Olivier Bollier, combien ça se monnaie? Est-ce que toi tu as un pouvoir de négociation, ou est-ce que tu es sur les fédérations finalement arrivent et te disent bah voilà, nous on a un budget de temps et toi après libre à toi d'accepter, ou est-ce qu'aujourd'hui tu es en capacité de pouvoir négocier un petit peu, ou finalement pas tant que ça? Pas tant que ça. Faut pas s'imaginer que parce que tu as écrit 2 livres, tu as un beau CV, que les gens vont multiplier ton salaire par 10. Hein. Surtout dans les fédés, il y a une fourchette. Voilà. Suivant ton expérience, tu es plutôt fourchette haute ou fourchette basse, mais ça reste. Si tu veux flamber et demander des prix pas possibles, on va te regarder en te disant c'est pas que tu les mérites pas, mais c'est qu'on les a pas, qu'on veut pas les mettre. Parce qu'on peut pas donner. Je vais prendre l'exemple de la fédé de ski pour laquelle j'ai beaucoup bossé pour les équipes nationales. Tu vois, on était plusieurs prépas physiques ensemble. Donc, tu vois, on se connaît, on sait combien gagnent les autres. Voilà. Quand tu gagnais à l'époque, je crois que c'est malheureusement moins maintenant, ou plus de travail pour autant de sous. Quand tu prenais par an 40 000 euros, et je ne te parle pas de salaire, je te parle de facture. Ouais, bien sûr. Donc 40 000 euros, c'est pas dans ta poche. Ah, ça fait pas court. Tu vis, de toute façon, il ne faut pas dire n'importe quoi. 40 000 euros, mais encore une fois, on parle d'équipe nationale. Tu parles voilà, des équipes olympiques. Tu prends 40 000 euros l'année, voilà. Quoi. Un peu plus, un peu moins, suivant ton statut, mais ça ne reste pas du simple côté. Ouais, bien sûr. Donc à partir de là, non, il y a une marge de négociation. Il ne faut pas s'imaginer que ton CV va faire flamber quoi que ce soit. Ton CV, il peut faire une différence quand tu es recruté individuellement par les athlètes. Et là encore, pas parce que tu t'appelles Olivier Bollier que tu vas rajouter un zéro à ta facture. Enfin, non, donc ça reste. C'est la réalité, financière de tout le monde, du terrain. Ouais, c'est ça. Mais non, donc la marge de manœuvre, elle n'est pas tant que ça. Elle l'est de moins en moins parce qu'on a fait une énorme, pas une énorme erreur, mais ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire l'augmentation vertigineuse du nombre de diplômés en prépa physique est telle que de toute façon, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Il est moins expérimenté, il est moins expérimenté. Hein. N'empêche qu'il nous demande vachement moins et on peut lui mettre vachement plus de pression. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que, pour le coup, dans ton discours, en tout cas, ça me fait penser à ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il n'y a pas certains athlètes ou certaines fédérations qui prennent un préparateur physique pour le dire d'avoir un préparateur physique, et tu vois, de se dire bon, nous on est une cellule de préparation physique. Est-ce que tu penses que c'est une vérité, ou est-ce que c'est peut-être plutôt un fantasme, ou en tout cas quelque chose que je ressens et qui n'est peut-être pas forcément. Déjà, je crois que les pôles, les structures étatiques ont une obligation d'avoir un prépa physique, quoi. Pour moi, sur le papier. D'accord. Pour être validé en tant que pôle. Je crois à l'époque, c'était encore comme ça. Je ne sais pas si c'est de partout pareil, mais tout le monde a à l'esprit qu'il faut un prépa physique. Mais souvent, tu as un nom, effectivement, tu as un mec qui bosse, et quand tu regardes ce qu'il fait, le pauvre, et ce qu'il doit faire pour ce qu'il gagne, tu te dis oui, il y a un prépa physique, d'accord, mais enfin, ça reste sommaire. Putain, le pauvre, avec ce qu'on lui donne, ce qu'il doit faire en face. Il y a des réalités chaudes, hein. Les réalités économiques sont souvent très compliquées. Moi, je vais parler d'un milieu que je connais sur la gymnastique. Aujourd'hui, je pense que c'est un préparateur physique pour l'ensemble du pôle. Mais quand tu as un préparateur physique, allez, peut-être 2 pour 25 ou 30 gymnastes, qu'est-ce qu'il fait, il fait quoi? Sachant que sur un pôle, si je prends un pôle en gymnastique, vous avez des gamines qui arrivent à partir des gamines ou des gamins qui arrivent à partir de 10 ans, et ça va jusqu'à 30 ans. On imagine bien que le travail de développement, que ce soit des qualités quelles qu'elles soient, c'est pas du tout le même. Donc forcément, vous aurez beau essayer de regrouper peut-être certaines séances. On sait que aujourd'hui, il y a la complexité du volume horaire, avec les études, avec tout un ensemble de paramètres qui font qu'aujourd'hui, les préparateurs physiques en France, c'est quand même pas simple, quoi. C'est quand même pas simple. Est-ce que toi, pour le coup, ça va me permettre d'enchaîner sur ma question suivante. Est-ce que tu as déjà
eu des propositions à l'étranger, en tant que préparateur physique à l'étranger. Est-ce que tu as accepté, refusé Non, j'ai jamais eu de proposition de l'étranger, non, jamais. Ok. Jamais. Si ça s'était présenté, est-ce que tu aurais... C'est une question, Ouais. la question peut paraître un peu bateau, parce qu'en réalité, tout dépend de ce que la proposition que tu allais avoir, mais Ouais. est-ce que pour toi, ça aurait eu sens? Moi, mon but, mes 20 premières années de carrière, c'était... Ce podcast est sponsorisé par Northern Spirit, marque française de textiles dédiée à l'entraînement fonctionnel. Vous pourrez donc retrouver une large gamme de produits alliant confort et durabilité lors de vos entraînements. Tu veux donc combiner look et performance? Alors rendez-vous sur www.northernspirit-sport.com. d'entraîner le plus possible d'athlètes du plus haut niveau possible. Moi, mon Graal, c'était... Je suis d'une autre génération, donc moi, il faut vous imaginer que ma génération, ce qui importait, c'était d'avoir fait avant de le transmettre. Ouais, bien sûr. Maintenant, tu as une nuée de formateurs qui transmettent ce qu'ils n'ont jamais fait. Ouais. C'est un peu la problématique. C'est une problématique. Le monde a changé, voilà. C'était pas mieux avant. Pour moi, c'était tu n'as pas le droit d'expliquer aux autres comment rendre les gens plus forts si tu n'as jamais rendu des gens plus forts avant. Bien sûr. Ce qui est peut-être un peu extrême, un peu con, parce que tu as le droit de faire ce que tu veux. Quand je dis le droit, c'est pas illégal. Pour moi, j'avais à cœur avant de dire, je te conseille tel type de split dans tel cas de figure parce que je l'ai vu une fois, 10 fois, 100 fois. Voilà. Donc moi, mon drive, c'était ça. En tout cas, tu es pas de la même génération, mais pour le coup, je partage vraiment ton propos parce que moi, je suis, pour le coup, étant issu d'un cursus vraiment purement terrain, moi, j'ai mis très longtemps aussi à me dire, avant d'aller former des gens, il va peut-être falloir quand même que tu aies testé des choses, il va peut-être falloir... et aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je trouve d'assez, comment dirais-je, c'est ubuesque, quoi, d'avoir des gens qui vont t'expliquer comment tu vas développer ta force, comment tu vas développer telle ou telle qualité physique, sans même avoir, parce qu'à un moment donné, c'est bien, hein, la formation, c'est bien, d'avoir eu des cursus, d'avoir eu des diplômes, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a très peu de choses qui viennent contrecarrer quand même l'expérience, parce qu'entre la réalité des bouquins, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut apprendre, et aujourd'hui la réalité de terrain, il y a des fois, il y a des gaps qui sont extrêmement importants, de part, comme tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de votre ouvrage avec Aurélien sur la préparation physique moderne, aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Sur les principes fondamentaux, oui, mais par contre, sur les aspects sociétaux, permettent-ils de pouvoir exploiter ça? C'est peut-être moins sûr. Oui, ça l'est, moins sûr. Ce qui est certain, c'est que le monde a changé et on ne peut pas faire comme c'était comme avant, quoi. Bien sûr. Donc tu vois, je ne dis pas que c'était mieux avant, je dis juste que moi, pour répondre à ta question, moi je serais allé où j'avais la possibilité de toucher des athlètes des top Exprimer au top. Parce que mon but, c'était toujours le système d'entraînement que je vends maintenant dans mes formations, il est basé sur mon expérience principalement. Bien sûr qu'il y a la science derrière, hein, je ne vais pas le dire au contraire. Moi-même, j'ai un doctorat en sciences du sport, donc tu vois, je ne me suis pas tapé 8 ans d'études après le bac en pensant que ça servait à rien. Ouais, bien sûr. Mais quand même, mon système d'entraînement, je peux me regarder en face que parce qu'il est sous-tendu par mon expérience de terrain. À Londres, ça sera mes 7e Jeux Olympiques où j'ai des athlètes sélectionnés. 5 d'hiver, 2 d'été. Okay. Voilà. Donc je serais allé où on avait la possibilité de me donner cette chance de continuer à prouver que le système que je mets en place, il est viable sur un grand panel de personnes. Okay. Donc j'y serais allé, ça ne s'est pas produit. Parce qu'en France, quand même, on n'est pas un grand pays de la performance, mais quand même, il y a de quoi exploiter. Il y a de quoi faire. Okay. C'est assez intéressant et du coup, je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui, quand ils se lancent dans la préparation physique, ont cette quête d'aller entraîner l'athlète ultime, entre guillemets, l'athlète de très haut niveau. Hein. Moi, je pense qu'au début où j'ai commencé, même n'ayant pas un diplôme spécifique dans la préparation physique, je suis rentré en milieu de la préparation physique parce qu'on m'a sollicité. Donc, par conséquent, j'y suis allé parce qu'on me faisait confiance et que voilà, l'opportunité s'est présentée. Mais on a toujours cette envie et cette quête. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, les places sont chères? On l'a dit. Qu'est-ce qui, selon toi, va permettre à un entraîneur, à un préparateur physique, de pouvoir aller toucher justement cet athlète de haut niveau, ces athlètes de haut niveau,
Parce qu'on l'a dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de notions de réseau. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a peut-être des préparateurs physiques qui sont peut-être malheureusement mis de côté parce qu'ils n'ont peut-être pas le réseau nécessaire, au détriment d'autres qui se retrouvent peut-être... Mais ça, c'était le même débat avant Internet. Hein. Ok. Le réseau, c'est la compétence, ta capacité à réseauter dans le prépa physique, et même dans le milieu professionnel, de manière générale. C'est, pour parler de la prépa physique que je connais, le réseau, c'est le centre névralgique de ta réussite. Alors c'est triste, c'est scandaleux, c'est tout ce que tu veux, c'est une réalité. Avant les réseaux sociaux, il y avait les réseaux sociaux, mais non digitaux, et c'était le même principe, quoi. Et les gens le voient, tu vois, avec un côté péjoratif. Les réseaux sociaux, ça fait copinage, c'est pas bien. Moi, si j'ai la possibilité de faire travailler quelqu'un que je connais, parce que je sais que cette personne est compétente, versus une autre que je connais pas, elle est peut-être compétente, mais je la connais pas, à mon sens. Ah, bien sûr. Je vais quand même dire, je sais pas comment elle est, mais cette personne-là, je la connais, vas-y, embauche-la. C'est quand même la base, non, des rapports humains. Et je pense que du coup, pour le coup, les réseaux sociaux, c'est, enfin, alors, pas les réseaux sociaux, mais le réseautage, comme tu disais, c'est aussi une capacité de rentrer en interaction avec les gens. Je pense que ça, c'est un élément capital, parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le métier de coach, que ce soit dans le métier d'entraîneur, que ce soit dans le métier de préparateur physique, aujourd'hui, pour moi, l'élément clé qui va quand même mener à la réussite d'un athlète, c'est la capacité à communiquer, à rentrer en interaction, à avoir une sorte d'empathie avec ces athlètes, qui fait que derrière, ils vont suivre. Je pense que ça, c'est quelque chose de capital. Moi, j'ai toujours pour habitude de rappeler cet élément-là, notamment quand je forme des gens, et même des fois de me le rappeler à moi-même. Entraîner les gens, c'est les détourner de leur chemin initial pour les entraîner derrière soi. Donc, cette capacité finalement à créer du réseau, à rentrer en interaction avec d'autres personnes du milieu ou non, hein, pour le coup, c'est quelque chose en effet capital parce que ça va être également le cœur de métier par la suite. Donc je pars du principe qu'en effet, peut-être, les préparateurs physiques qui ont du mal peut-être à émerger, malgré leurs compétences, ça peut être aussi lié à ce phénomène-là, de manquer de réseau et peut-être aussi de manquer de communication. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de rentrer en interaction quand même de manière beaucoup plus simple, parce qu'on avait évoqué en début, nous on a pu rentrer en interaction avec les deux grâce à ça. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être hyper intéressant, mais pour le coup, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Toi qui as aujourd'hui quasiment digitalisé l'intégralité de ta pratique, même que tu rentres plutôt dans la deuxième partie de ta carrière, comme tu l'as indiqué. Comment tu travailles un petit peu avec la digitalisation? Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai été, et aujourd'hui, je me pose encore même ces questions-là. Est-ce que le tout digital, c'est quelque chose de viable, en tout cas en termes de préparation physique ou de coaching, etc. Ou est-ce que ça a quand même des limites? Quel est ton point de vue sur le sujet? Comme toute chose, hein, ça a des limites. Et ça convient, le coaching tout digital, ça convient à une minorité de sportifs. Mais... tu as un profil un peu type des personnes qui s'approchent. C'est les gens qui sont hors système. Okay. C'est-à-dire, je parle même d'athlètes de haut niveau, qui veulent pas être en pôle, qui sont pas liés à un club où il y a des gros moyens, forcément, ou qui souhaitent constituer eux-mêmes leur staff. Okay. Donc ça implique des gens déjà qui ont un minimum de moyens financiers. Donc voilà, déjà là, tu as écrémé un gros paquet de sportifs, parce que la plupart des sportifs sont en club ou en structure étatique. Voilà. Et je pense que si on parle de 10-15% des athlètes, je pense que c'est peut-être bien grand. Ouais, je pense aussi. Donc voilà, déjà, tu as écrémé à donf. Ceci étant, ceux qui restent, mais ils existent, quoi. D'accord? Donc, c'est possible. Et ça touche quand même qu'une minorité. Et après, hormis ça, ça touche aussi des gens qui ont une capacité à s'entraîner quand même seuls, en autonomie, qui est quand même pas ordinaire, quoi. Parce que t'as beau faire, t'as beau envoyer tes vidéos à ton coach, t'as beau avoir des retours instantanés sur WhatsApp ou sur une appli, si tu utilises une appli, t'es quand même tout seul. Ouais, bien sûr. Des fois, tu fais des regroupements, ou tu vas faire un stage avec ton athlète. Mais c'est-à-dire, la grande majorité de la saison, tu vas être tout seul, ou du moins pas avec ton entraîneur en permanence. Donc ça a des grosses limites. Ceci étant le modèle inverse que j'ai connu, où tu étais là tous les jours, à chaque séance, du début à la fin, il y a des fois, on se disait tous, les entraîneurs, on ferait mieux d'être ailleurs, quoi. On ne sert à rien, on perd notre temps,
Mais bon, vu que c'était comme ça, on ne se posait pas la question. Mais si tu prends un peu de recul, le système avant le tout digital, c'est comme les cours, tu vois. C'est comme, on peut faire la même remarque sur la formation en ligne. Ouais, bien sûr. Et la formation réelle. Moi, qui ai enseigné longtemps à la fac, en STAPS à Lyon, tu vois, le cours magistral de 8h du matin le lundi, un calvaire, et surtout, est-ce que tu avais besoin d'être là, quoi? Est-ce que les étudiants avaient besoin d'être là à 8h, le prof avait besoin d'être là à 8h, pour te poser, déblatérer ton truc, il y en a la moitié qui dort, toi tu dors aussi, des fois le prof. Il y a des questions à la fin, d'accord, mais la majorité de l'interaction, elle est unilatérale, quoi. Pour le coup, peut-être que sur 3 heures de. Alors, je vais prendre un exemple qui n'a peut-être pas lu, mais en tout cas, c'est l'exemple que je vais prendre. Mais en réalité, sur 3 heures de cours, tu aurais très bien pu ne pas faire les 2 premières heures et finalement garder qu'1 heure, ou enfin, en tout cas, les étudiants qui taffent à distance, et en tout cas, garder peut-être 1 heure ou 1h30 uniquement consacrée aux questions liées. Ça aurait pu être entièrement. Avant, tu n'avais pas la technologie pour faire, donc le problème ne se posait pas. Mais dès qu'on a vu qu'on pouvait digitaliser, là, le Covid a mis une coquille, le Covid a mis 10 ans d'avance, bien sûr. Avant, le problème ne se posait pas parce qu'on avait la technologie, mais ce n'était pas dans les mœurs, surtout en France. Tu vois, le télétravail en France, c'est ça dont on parle. Bien sûr. Le télétravail en France, c'était extrêmement mal vu avant le Covid. Les gens ne se rappellent peut-être pas, mais tout le monde devait se pointer à 9h au boulot, pour 8h. Pour faire quoi? Des fois, pour aller sur Facebook. Ouais. Bon, puis faire une pause 1 heure plus tard au café. Tu vois, le truc archaïque, quoi. Bon, donc tu vois, l'ancien modèle, il n'était pas parfait non plus, quoi. Alors ça rejoint peut-être quelque chose aujourd'hui. Moi, c'est une question qu'on pose souvent. On me dit ouais, mais enfin, ça va, c'est bien pas bien compliqué la plupart du temps. Tu bosses à la maison. Moi, en réalité, je suis sur le terrain 4-5 heures par jour. Donc, ce qui est déjà pas trop mal pour un entraîneur ou pour un préparateur physique, c'est quand même assez conséquent. Normalement, il y a beaucoup de travail à faire à la maison, etc. Le travail de digitalisation aussi prend pas mal de temps. Mais aujourd'hui, ça pose véritablement la question de volume versus qualité. Parce qu'on se rend compte que peut-être, notamment dans le podcast que j'ai écouté hier, la question était posée de se dire, finalement, sur des cursus, par exemple, type STAPS, parce qu'on a parlé des cursus STAPS, mais il y a sans doute beaucoup d'autres cursus, où finalement, en 5 ans, le travail qui est fait sur un master en 5 ans, est-ce qu'il pourrait peut-être pas être fait finalement, peut-être en 3 ans, en optimisant pas mal de choses. Moi, ma soeur, personnellement, a fait un cursus STAPS, elle a fait une licence STAPS, et par la suite, elle a fait, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas pour être professeur des écoles, ce qu'elle est aujourd'hui. Clairement, quand ces 2 années de master, elle me dit les 2 années de master, ils m'ont pas fatigué, quoi. Ils m'ont pas fatigué. Donc ça pose aussi peut-être la question d'un enseignement et combien de fois elle m'a dit je suis encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'y suis allé, quoi. Je serais resté derrière mon ordinateur à taffer sur les polycopiers, ça aurait peut-être été tout aussi efficace. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on justifie peut-être le salaire de certains ou Certainement. Après, il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est que là, on tape sur l'université, mais l'université c'est gratuit. Bien sûr. Ou presque. Tu vois, tu as des frais de scolarité, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Donc moi, je veux bien qu'on dise l'université c'est caca. Tu vas aux États-Unis, alors sur ça te fait rêver, mais c'est $40 000 l'année, dans les grosses facs. Nous, c'est 400 € l'année, et le frais de scol à tout péter en master 2. Quoi. Alors du coup, est-ce que... Donc du calme avec, bien sûr. Avec la critique. Quoi. Bien sûr. Après, moi, tu vois, je pense que le cursus universitaire a vraiment un apport certain, c'est une évidence. Il doit être corrélé avec d'autres systèmes. Après, du coup, pour le coup, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que du coup, le fait que l'université soit entre guillemets quasiment gratuite, ou en tout cas l'accès soit très peu cher. Moi, quand j'ai payé mon BP, il m'a coûté 1500 €, quoi. Ah oui, c'est un autre monde. Et c'était 9 mois de formation. Hein. Donc là, quand on le paye, quand c'est vous qui le sortez de votre poche, après il y a des financements, etc. Mais pour le coup, moi, je vais sortir une partie de ma poche. Là, on se dit, ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que pour le coup, toi qui as eu, alors après, toi, je pense que tu as beaucoup enseigné sur des masters, peut-être. Ouais, uniquement. Peut-être que le tri est déjà fait. Mais est-ce que du coup, on se retrouve pas avec certaines personnes qui vont en STAPS un petit peu par défaut? Tu disais les promotions ont beaucoup évolué. Est-ce que toi, je ne sais pas si tu enseignes encore? Non. Mais peut-être dans les dernières années où tu as enseigné, est-ce que sur le nombre de personnes qui ont, est-ce que tu as un ordre d'idée des personnes qui ont eu leur master? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont débouché vraiment sur le métier,
ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont eu le diplôme et puis après qui sont repartis dans des branches un petit peu diverses et variées? J'ai pas de stats officielles. Ce qui est certain, c'est que, à mon avis, intuitivement, le nombre de personnes qui vont avoir un job payé décemment en rapport avec ce pourquoi ils ont étudié, Très faible, très faible. il est très faible parce qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Donc, tu veux, bon ou pas bon, s'il y a 10 places, il y en a 10, quoi. Ouais, bien sûr. Il n'y en aura pas 12, tu vois. Ouais, Et pas pousser les murs, quoi. Donc, non, le ratio, il est disproportionné. Mais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien en fitness aussi, en muscu. est-ce qu'il serait intéressant, tu penses, à ton sens aujourd'hui, peut-être de réduire le nombre de places, peut-être pour que justement les gens qui rentrent dans ces filières aient un débouché? Parce que pour moi, je pense que c'est le problème dans le milieu du sport, mais dans tous les domaines, dans l'éducation de manière globale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, à part dans certains milieux, beaucoup dans le milieu de la médecine, on se rend compte que c'est problématique parce qu'il manque peut-être, il faudrait peut-être qu'on augmente un petit peu le nombre de places. Mais de manière globale, j'ai quand même l'impression que tu vois, le système éducatif français fait miroiter beaucoup de choses aux gens pour à la sortie des fois des réalités de terrain qui sont tout autres. Mais tout est fait pour faire l'inverse. Hein. Avant, pour tenter le concours pour être prof de n'importe quoi, pour apprendre prof de pièce, parce que c'est ce qui nous touche le plus. C'est ça. Mais avant, donc ma génération, il te fallait une licence pour passer le concours, pour tenter le concours du CAPEPS. Okay. Bac plus 3. Ouais. Maintenant, pour tenter le CAPEPS, c'est Bac plus 5. Okay. Tu as pris 2 ans d'études en plus en 20 ans. Pourquoi on a Est-ce que tu penses que c'est justifié ou est-ce que tu penses que c'est juste... Pourquoi on donne le bac à presque tout le monde? Ouais, bien sûr, il y a un appauvrissement. Et est-ce que, pour le coup, encore une fois... il faut un doctorat pour faire prof des écoles, c'est compliqué quand même. Oui, c'est sûr qu'on va réduire le nombre de places. On va réduire le nombre de personnes qui vont aller chercher le doctorat pour être enseignant. Et quand on voit qu'aujourd'hui, c'est déjà compliqué d'arriver à recruter des enseignants, c'est peut-être pas forcément simple. Et moi, c'est vrai que ça rejoint un petit peu une réflexion que m'a souvent faite ma soeur. Me dit, est-ce qu'on a besoin d'un master pour aller faire pisser des gamins et pour leur apprendre à lire et à écrire? Elle dit, je pense qu'il y a certaines personnes, avec simplement le bac et juste la passion, la connaissance, la culture générale, seront peut-être de bien meilleurs enseignants que des personnes qui ont peut-être un master, je ne sais plus comment c'est EMF, je crois, EMF, un truc comme ça. Ça pose vraiment à question. Pour revenir sur notre thématique à nous, est-ce que tu penses que les programmes, en tout cas dans le milieu du sport, et plus particulièrement sur les programmes STAPS, est-ce que tu les as vus changer, s'appauvrir, ou quelle a été la tendance un petit peu Déjà, il n'y a pas des programmes universels nationaux. Hein. Je veux dire, chaque université fait ce qu'elle veut. C'est intéressant ça, parce que moi je découvre. Tu vois, je pensais que c'était quand même un système. T'as aucun contrôle. Ok. Je veux dire, après, c'est sûr que tout le monde fait de l'anatomie. Bien sûr. Il y a des trucs qui reviennent systématiquement, mais personne ne t'oblige d'enseigner la physiologie d'une façon. Tu vois, il n'y a pas de manuel. Quoi. Ouais. Donc chacun fait un peu comme il veut. Donc, ce qui explique peut-être que certaines universités dans le sport sont peut-être plus votées que d'autres. Ouais, c'est ce qui s'explique que la valeur des cursus dépend plus des intervenants que d'autres choses. Hein. Donc c'est toujours la même chose. Après, hormis les statutaires, qui sont moins nombreux que les vacataires à l'université, c'est environ 30 ou 35 € de l'heure. Net. Okay. Alors, c'est pas ridicule, mais les plus grands spécialistes de l'entraînement, il faut vraiment se motiver pour aller bosser pour l'heure. Donc certains le font parce que tout ça chouette, ils se nourrissent de ça, mais pas des sous. Quoi. Donc c'est toujours la même chose, mais ça reste gratuit. Donc au prix que ça coûte, et moi je pense que c'est ça qu'il faut retenir, au prix que coûte la fac, c'est très bien. Okay. Parce que c'est très gratuit. Ouais, bien sûr. Donc c'est-à-dire, si on fait un rapport qualité-prix, c'est ce que je dis, c'est quelque chose de relativement abattable. Alors, c'est abattable. C'est pour ça qu'ils ne seront jamais, ils seront tout le temps des. Oui, il y aura toujours du monde. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, alors moi je défends vraiment cette idéologie. Pour le coup, je ne suis pas du tout mieux placé pour le dire, parce que moi j'ai pas, comme je te disais, un cursus universitaire, mais pour avoir plein de copains qui ont fait un cursus universitaire et qui t'ont eu notamment en cours, la question est de se dire, est-ce que quand tu sors avec un master en préparation physique, est-ce que tu es réellement armé pour pouvoir affronter les réalités du terrain, ou est-ce que tu penses que d'aller chercher
la formation peut-être un petit peu plus spécifique. Alors, tu vois, je vais prendre l'exemple, par exemple, en haltérophilie, d'aller faire une formation dans la fédération d'haltérophilie, d'aller faire de la formation sur des outils un petit peu particuliers tels que du kettlebell, tels que, par exemple, Strong First, etc. Est-ce que tu penses que c'est indispensable ou est-ce que c'est un plus et qu'en sortant de l'université, on a déjà les armes pour pouvoir je pense qu'il n'y a aucun diplôme en France ou ailleurs qui t'arme à 100% pour un job tout de suite. Ouais. Donc, on pourrait se poser la même question pour un kiné, quoi. Ou n'importe qui d'autre, quoi. Un kiné qui sort, est-ce que ça suffit ce qu'il a appris? Certainement que non, quoi. Mais c'est même pas le but, en fait. Ce que les gens critiquent, c'est je te rends compte, moi je sors avec mon diplôme et je sais pas ça. Heureusement que tu sais pas tout, quoi. Le but d'un diplôme, c'est pas de te donner la science universelle, quoi. Le but d'un diplôme, c'est de te donner un bout de papier qui atteste de grandes savoir-faire. Et c'est assez nébuleux, en fait, parce que ça te donne. Mais en aucun cas, un diplôme te donne accès à la connaissance universelle, quoi. C'est pour ça que le diplôme, c'est vraiment la porte d'entrée. Tu ouvres la première porte. Bon, meilleur est le diplôme, plus jolie est la porte. Et puis après, c'est une formation tout au long de ta vie, quoi. Tout simplement. Alors, est-ce que tu penses que ça serait faire un raccourci ou pas que de dire finalement que le cursus universitaire va amener de grosses bases théoriques sur les fondamentaux, sur les méthodologies, et qu'après, le fait d'aller se former peut-être de manière un petit peu plus spécifique pourrait représenter les armes de terrain. Moi, je conçois assez comme ça, tu vois, parce que moi, des fois, pour le coup, après, je suis quelqu'un de relativement très curieux, donc qui écoute beaucoup de podcasts, qui écoute beaucoup qui va aller à la recherche d'articles, etc. Quand j'ai un doute ou quand j'ai envie d'éclairer un petit peu mon interne sur un sujet bien spécifique, je vais aller faire l'effort de faire ces recherches-là. Mais en tout cas, je me dis, peut-être que des fois, il me manque certaines notions théoriques qui auraient pu, pour le coup, m'être apportées de manière un petit peu plus spécifique via un cursus universitaire. Est-ce que tu partages un peu cet aspect-là, cette vision-là? Je pense que si tu es vraiment curieux et que tu as quand même un niveau d'éducation minimum, il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas aller apprendre tout seul, surtout à l'heure actuelle. Ouais, c'est quand même des livres solides, bien faits, il y en a quand même. Donc voilà. Après, il faut vouloir le faire tout seul, quoi. Ce qu'oublient les gens, c'est que normalement, un prof digne de ce nom, il t'a quand même élagué ce qui n'est pas utile, il te donne quelque chose qui est déjà pré-pensé pour être appris. C'est cool, quoi. C'est super cool. Tu peux arriver au même résultat, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. C'est comme les gens qui te disent moi je veux pas acheter une formation en ligne, je suis sûr qu'on peut tout avoir gratuitement. C'est exactement là où je vais rebondir. Ça me fait penser aux gens qui en effet vont avoir tendance à dire ouais mais ta formation elle est trop chère, ou oui mais en effet je vois pas pourquoi je vais aller prendre une formation alors que en gros si je fais un peu des recherches, mais les gars en fait vous payez un nombre de DG déjà d'une l'expérience, l'expertise, et aussi c'est un gain de temps. C'est un gain de temps qui est absolument énorme. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire que, en tout cas, mon entraîneur m'a souvent répété, de me dire n'oublie pas que dans la formation que je t'ai apportée, je t'ai fait gagner 20 ans d'expérience. Parce que toutes les erreurs que j'ai faites, moi, je te les mise. Je t'évite aujourd'hui de les faire. Donc, en effet, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, les personnes qui interagissent dans notre parcours de formation, je pense que c'est vraiment quelque chose de capital, d'indéniable sur la compétence vraiment qu'on peut avoir, et derrière, ça permet de remettre en perspective et de dire, gars, peut-être que tu payes, ça a un certain coût, mais derrière, je te fais gagner un temps et une expérience qui est véritablement énorme. Moi, j'aime pas quand les gens me disent c'est trop cher, parce que la notion de dire qu'un produit est trop cher, alors pas forcément que sur les produits, mais de manière générale, quand les gens te disent c'est trop cher, ça sous-entend que le tarif que tu leur proposes n'est pas en adéquation avec le service que tu leur proposes. Alors qu'après, les gens te disent, écoute, moi, j'ai pas les moyens de pouvoir prendre ta formation, ça peut s'entendre, mais je suis toujours un petit peu... les gens se rendent, je pense, pas forcément compte du coût que l'expérience peut avoir. Aujourd'hui, moi, j'ai eu l'occasion de prendre certaines de tes formations. Bien sûr qu'il y a plein de choses que j'aurais pu retrouver de par tes conférences, de par tes podcasts, etc. Mais en réalité, c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire que quand j'ai une thématique sur laquelle je dois avancer vite et sur laquelle je dois acquérir de la compétence, je sais que je vais venir peut-être la chercher dans une de tes formations ou dans la formation de quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi un petit peu l'objectif là pourquoi tu t'es digitalisé.
L'objectif, le point de vue, oui, il y a de ça. Et puis, il y a aussi, moi, j'étais arrivé quand même à un moment de ma carrière où j'étais un peu poncé, quoi, d'un point de vue de l'entraînement et de l'enseignement. J'avais passé 20 ans à entraîner et 20 ans à enseigner. J'étais arrivé à un moment où c'était fatigant quand même. C'est pas des métiers si faciles que ça. Donc, la digitalisation te permettait d'arrêter de faire le même cours 10 fois, quoi. Tu le fais une fois, et tu le vends 10 fois, tu le vois 100 fois, tu le vends 1 million de fois. Et donc, c'était pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait. Aussi, l'autre chose que les gens n'imaginent pas, c'est que quand tu payes aussi pour un service, tout ce que tu as dit, c'est vrai, tu payes aussi pour avoir accès à la personne. C'est-à-dire que si moi, j'ai 40 000 abonnés sur Instagram, à chaque fois qu'on me demande des conseils gratuits en message privé, l'écrasante majorité du temps, je ne réponds pas. Pas parce que je suis un gros malpoli, parce qu'il y a trop de messages. Que si je réponds à tous les gens qui veulent des conseils gratuits en me disant c'est que des conseils, je peux bien me répondre. Oui, c'est que des conseils, c'est que des réponses, c'est que mon temps, en fait, finalement. Quoi. Et surtout, le temps, c'est le temps que j'ai à disposition sur Terre. Quoi. Et je ne vais pas le donner à quelqu'un qui croit que c'est automatique de donner gratuitement, alors j'ai plein de gens qui m'ont payé pour ça. Donc payer, c'est aussi avoir accès aux gens. Et moi, je réponds à mes clients avant de répondre aux inconnus, bien sûr. Ça me paraît le péable du truc. Quoi. Tu ne vas pas voir un avocat en lui disant « j'ai juste une question sur la loi. Tu peux pas répondre ?» Tu vas un enfoiré. Non, parce que j'ai tout un tas de clients là qui m'ont payé pour ça. Donc je vais quand même répondre à mes clients avant de répondre au trou du cul qui sait savoir gratuitement. Et en plus de ça, la plupart du temps, j'ai tendance à... Moi, c'est quelque chose que je me rends compte. Alors, je sais pas si c'est pareil pour toi. C'est que c'est des gens qui vont même pas dire bonjour des fois. Excuse-moi, t'as de la chance parce que c'est pas toujours. Alors attention, encore une fois, je fais pas de généralité, mais des fois, t'as des gens qui viennent. Salut, est-ce que tu pourrais me dire. Bah non, gars, en fait, déjà, tu vois, prends contact, salut, excuse-moi, j'aurais il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que tu aurais. Alors, c'est vrai, et du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, tu vois, sur le côté de l'éducation, machin, etc. Ça revient beaucoup. Et pour le coup, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que moi je pense que tu vois, le métier de préparateur physique, il va vite atteindre ses limites dans le sens où aujourd'hui, les gens ont tellement vite gagné de l'argent, vite et facilement, que du coup, tu vois, on est aux antipodes en fait, du métier de préparateur physique, parce qu'aujourd'hui, combien il y a de préparateurs physiques en France qui gagnent vraiment décemment leur vie, contrairement à des coachs fitness, etc., qui eux gagnent très bien leur vie. Je pense que peut-être qu'il va y avoir à un moment donné un choc de culture. Est-ce que toi tu penses qu'à un moment donné on va peut-être manquer de préparateur physique, ou en tout cas que le métier de préparateur physique va prendre un autre tournant? Bah, en manquer, non, parce que vu le nombre de diplômés qu'il y a tous les ans, c'est pas de mal à veille qu'on va en manquer. Donc non, prendre une autre tournure, très certainement que le niveau il va continuer à monter, quoi. C'est ça la grosse différence entre ma génération et la nouvelle génération. C'est-à-dire que les meilleurs de notre génération, c'est les meilleurs étudiants en prépa physique de notre génération, et les meilleurs maintenant, c'est normal, il y avait 3 livres, maintenant il y en a 300 en France, il n'y avait pas Internet, maintenant il y a Internet. Tu ne peux pas comparer, tu vois. Moi, ce que je savais il y a 25 ans et ce que c'est mon équivalent, si tu veux, de maintenant, on ne peut pas comparer. C'est comme dire le champion olympique de maintenant, il explose le champion olympique d'il y a 20 ans. Oui, d'accord, c'est pas de la faute du mec de la 20 ans. C'est juste que chaque génération évolue, heureux. Par contre, là où je suis moins sûr, c'est les niveaux intermédiaires. Okay. Je pense que les niveaux intermédiaires, pas les rockstars, mais les bons étudiants, ou les étudiants moyens, de moyens à bons, je pense qu'ils étaient moyens, bons, meilleurs avant que maintenant. D'accord, ok. Je pense que pour le top de la pyramide, ils sont les mêmes bienveillants, mais par contre, quand ça descend, ça descend, ouais, et ça descend fort. Parce que du coup, ma génération, il n'y avait pas de mecs qui se pointaient en STAPS qui n'avaient jamais fait de muscu, quoi. Okay. Il n'y avait pas de touristes. Maintenant, en STAPS, tu as des gens qui sont pas de licence en club, quoi. Ils vont faire. C'est quoi ton sport? Moi, j'aime bien jouer au foot. Mais t'es pas licencié en club? Ah non. Tu vois, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous là, quoi, tu vois? Est-ce que ça, tu penses que ça devrait pas être des obligations de. Bah si, mais tu sais, il y avait même un concours d'entrée dans STAPS. Il y a un temps. Ouais, parce que moi j'étais la dernière promotion, donc c'est vraiment en 95. Okay. Dernière promotion à rentrer sur concours, mais c'était illégal. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, t'as pas le droit d'en faire. Oui, bien sûr. Donc en fait, il y avait une sélection. Et donc il t'éliminait un gros paquet de touristes, mais c'était illégal.
Donc ils éliminaient aussi des gens qui auraient dû passer, qui auraient été des super profs. Ouais, bien sûr. Donc si tu veux, ouais, il y a un numerus clausus en médecine, ça les protège, mais ils ont le droit de le faire. Dans toutes les autres facs, tu n'as pas le droit. Ouais. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est régi vraiment Par tes lois, quoi. Tu ouais, fais pas comme tu veux. ouais, bien sûr. Donc tant qu'il n'y a pas de numerus clausus, Ouais, c'est sûr que c'est sûr qu'aujourd'hui c'est compliqué de faire un tri. Alors après ils ont essayé un petit peu par l'intermédiaire de post-fac, etc. Je pense que c'est plus un échec que c'est une réussite, parce que comme voilà, je pense qu'ils essayent de trouver des solutions. Ces compromis ils sont entre guillemets plus ou moins réussis, mais c'est comme ça, il faut faire de toute façon, il faut faire avec. La dernière question que j'aimerais te poser, Olivier, on a déjà traité pas mal de thématiques. Aujourd'hui, si tu devais donner ne serait-ce que 3 conseils pour des jeunes qui ont envie d'œuvrer dans le milieu de la préparation physique, ou en tout cas dans le milieu du coaching ou de l'entraînement, quels seraient, au vu de ton expérience et de l'expertise que tu as pu développer et entre guillemets, un petit peu du nez que tu vas avoir dans le sens où tu as vu un petit peu les évolutions de tendance, etc. Quels seraient tes conseils? Et j'aurais d'ailleurs une autre question qui me vient en tête que je te poserai juste après, mais en tout cas, on va commencer déjà par celle-ci. Quels seraient tes 3 conseils pour des jeunes qui débarquent dans le milieu, ou des jeunes, des moins jeunes, hein, pour le coup, qui pourraient vraiment leur permettre d'améliorer leur pratique et finalement de faire d'eux de meilleurs préparateurs physiques? Premier conseil, c'est que si tu n'as pas de sport de prédilection, où tu es vraiment déjà engagé, tu vois, engage-toi dans le crossfit en tant que pratiquant. Okay. Parce que le fait d'être un pratiquant de crossfit engagé va t'apprendre les fondamentaux d'haltéro, de gym, de muscu, d'ergomètre, bref, c'est le seul sport fait pour du spectre. C'est un peu le sport de préparateur physique. Donc au lieu de faire, si tu sais pas quoi faire, tu vas être préparateur physique, ce qui est déjà pas un bon début, vraiment. Et ben mieux Voilà, ça que rien du tout. Voilà, parce que là, tu vas pratiquer forcément très correctement tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on a oublié, qui va te donner déjà plein d'armes. Voilà. Donc déjà, premier conseil. Deuxième conseil, forme-toi tout au long de ta vie, parce que un métier aussi complexe que l'entraînement d'une créature vivante, tu vois, c'est le, comment dire, c'est un objectif d'une vie, quoi. Ah, bien sûr. Donc, forme-toi tout au long de ta vie, mais forme-toi avec des gens meilleurs que toi. Ouais. Et pour savoir qui est meilleur, le problème, c'est que les réseaux sociaux font de la fumée entre la vérité et la réalité. Donc assure-toi que les gens qui te forment l'ont déjà fait avant toi. D'accord? Donc forme-toi avec des gens qui ont déjà arpenté le chemin pour toi. Ouais. Voilà les 3 conseils que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà 3 conseils que je te donnerai. Ok, très bien. Et on va finir cet épisode parce que c'est une question tu vois, qui m'est venue au fil de la discussion. Je n'avais pas spécialement prévu, mais qui pour moi fait sens avec tout ce qu'on a pu dire. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de tout ce qui est data, de tout ce qui est matériel connecté? Alors, on a une connaissance commune qui développe beaucoup ça, Aurélien avec Kinvent. Donc, je me suis moi-même doté d'équipements Kinvent, donc avec un certain nombre de données, de data, etc. Si on devait faire un petit peu un versus appareil connecté, data et le petit tableur Excel, enfin le petit tableur, mais qui beaucoup est peut-être tout aussi intéressant. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, toi, de l'arrivée de ce genre d'outils? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de peut-être surcoté, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment permettre une évolution des pratiques dans les années à venir? Je pense que c'est la seule évolution actuelle, réelle, sur l'entraînement. Tu vois, pour parler de l'entraînement de la force, qui est mon sujet de prédilection, tu vois, les humains soulèvent des poids depuis l'Antiquité, tu vois. On a des preuves depuis l'Antiquité que les Grecs et les Égyptiens, ils se musclaient, tu vois. Ah, bien sûr. Donc, on peut imaginer que ça fait 2500 ans qu'il y a des humains qui soulèvent des poids pour se renforcer. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas déjà tout, plus ou moins, qui a été vu et revu et re-revu. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en reparler.
Mais tu vois, à mon avis, les évolutions ne sont pas sur les méthodologies strictes, quoi, tu vois. Les évolutions, elles sont... les méthodologies sont peut-être pour le coup un peu surcotées, moi je trouve. Bah, disons que c'est normal que chaque génération ait l'impression de réinventer la roue. Ouais, c'est ça. Tu vois, putain, si tu te rends compte, c'est révolutionnaire. Bah, pour toi, parce que tu as 20 ans. Mais il y a longtemps, ça se faisait déjà. Ça se fait déjà, ça n'est pas le même nom. Donc ça, moi, ça me choque pas que chaque génération ait l'impression de réinventer. C'est un peu aussi sympa, quoi. Tu vois. C'est un peu la jeunesse, quoi, qui fait que, putain, t'as vu comment on est... Bah, c'est chouette. Bon, tu verras que dans 20 ans, il y aura des jeunes qui te diront qu'ils ont réinventé ce que tu as déjà vu il y a 20 ans. Ouais. Bon, ça, c'est très bien. Par contre, les évolutions, elles sont méthodologiques, quoi. Elles sont technologiques. Ouais. Tu vois, avant, mesurer la vitesse d'une barre, c'était pas possible sur le terrain. Depuis l'avènement du VBT à des prix décents, tu peux mesurer la vitesse des barres en salle de muscu sur le terrain pour de vrai avec des athlètes. Avant, c'était l'apanage des chercheurs uniquement. Ça, tu veux ou non, c'est une évolution majeure. Donc, les seules évolutions, elles vont être technologiques. Peut-être pas les seules, mais les réelles évolutions, elles sont liées à la technologie. Voilà. Moi, je trouve ça assez fantastique. C'est vrai que c'est ce que j'ai découvert l'univers, notamment via Kinvet. Ouais. Et c'est de se dire, en fait, un laboratoire de en fait. Ouais. C'est-à-dire des tests aujourd'hui, il y a peut-être même pas très longtemps, toute petite dizaine d'années, tu voulais faire des ratios de force quadrixiaux, par exemple. Tu étais obligé d'aller faire des tests sur des machines isocinétiques, etc., qui coûtaient extrêmement cher. Déjà, pour avoir accès à ces structures-là, il fallait être en structure de niveau, mais encore que ça dépend même de structure de niveau dans laquelle tu te situais. Et aujourd'hui, en fait, tu peux faire des choses à la fois très simplifiées, mais qui sont à la fois, finalement, peut-être très parlantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces chiffres? Pour l'instant, on en est... C'est la question. Voilà. C'est-à-dire que si tu regardes le listing des informations que tu as, faut-il encore que ça serve à quelque chose? Beaucoup trop important. Moi, je prends l'exemple des plateformes. Des plateformes Kinvet, c'est un outil absolument fantastique. Mais encore une fois, moi, quand je lis les données, en réalité, sur peut-être 25 ou 30 données que je vais avoir, je vais en avoir 2, 3 qui vont être directement exploitables, sur lesquels je ne vais pas avoir besoin de passer encore une demi-heure ou 3 quarts d'heure à analyser, à faire des corrélations. Comme les GPS en sport. Ouais, c'est un petit peu ça. Et je trouve que des fois, c'est peut-être un petit peu, dans certaines mesures, surcoté. Pourquoi autant d'informations? Alors qu'en réalité, seulement 3 ou 4 informations sont nécessaires. Donc, on se pose la question des fois, on met très souvent en avant la notion de data. Finalement, est-ce qu'on a besoin d'autant de data que ça? Alors que des choses très simples, très fondamentales peuvent suffire. Mais en effet, je pense que ce qui peut être très intéressant, notamment dans ces outils, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, c'est que à la fois, c'est des choses qui vont pouvoir être utilisables dans le milieu de la préparation physique, mais aussi du coaching et peut-être même du coaching dans la notion de sport santé. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font du sport santé, ils ne sont pas là pour faire des performances, mais on sait qu'aujourd'hui, une des notions qui va permettre d'objectiver et de motiver les gens, c'est de leur donner quand même certaines données chiffrées, une progression. On sait très bien, par exemple, on a pu en parler notamment sur les tractions, des fois entre 0 et une traction, c'est cool, peut-être 6 mois, voire 1 an. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là n'a pas progressé? Pas du tout. C'est juste que la progression prend beaucoup de temps et du coup, d'avoir peut-être des fois certaines données chiffrées, ça peut être intéressant et ça peut mettre un petit peu de perspective et objectiver un petit peu une progression, voire peut-être de défier certains déséquilibres, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que, notamment les blessures dans le sport de haut niveau, elles sont assez souvent liées à des déséquilibres, en tout cas tout ce qui va être pathologie du type les croisés, ce genre de choses. Alors après, il y a des disciplines qui sont assez impactantes, toi qui as été dans les sports de glace et notamment dans le ski, dans le snow, je crois, hein, c'est ça. On sait que le traumatisme, en effet, est une cause de blessure, mais on se retrouve quand même, je trouve, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a encore beaucoup trop de blessés sur certaines pathologies liées à des déséquilibres. Et je trouve qu'en 2024, je trouve ça aberrant. Est-ce que tu penses que toi, que ces outils peuvent avoir un véritable apport? C'est sûr que c'est un véritable apport, mais après, l'expertise humaine va faire que tu vas pouvoir sélectionner justement les bonnes données. Parce que entre, mettons, 30 données, il y en a 3 qui sont utiles réellement pour modifier ton plan d'entraînement, qui est capable de faire le distinguo? C'est pas la machine, c'est toi, quoi. Donc voilà, l'expertise humaine va faire le tri entre ce qui est utile et ce qui n'est pas tout à fait utile. Donc, c'est assez marrant parce qu'en plus de ça, on parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et je pense que c'est là où tu voulais en venir. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans la préparation physique, comme je disais, il y a la notion d'interaction. Alors, coaching, préparation physique, entraînement, il y a la notion d'interaction qui est essentielle pour mener à bien le plan, et surtout de modifier en temps réel, parce que vous avez beau avoir une IA, à un moment donné, l'IA, elle ne va pas déceler le niveau de fatigue, elle ne va pas déceler un regard, elle ne va pas déceler certaines choses qui aujourd'hui, pour le coup, peuvent être de véritables
de véritables informations pour la population physique et gauche. Je pense que c'est une certitude. Écoute Olivier, franchement merci beaucoup. On a eu une discussion comme toujours hyper intéressante, hyper riche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, hein, je te mentionnerai sur les différents réseaux sociaux. On peut te retrouver donc, du coup, sur Instagram, sur YouTube, Instagram, où tu publies de manière assez régulière. En tout cas, je te remercie une fois de plus de m'avoir reçu ici chez toi à Lyon. Je vais terminer comme chacun des épisodes avec cette petite phrase. N'oubliez pas que seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Donc, n'ayez pas peur d'aller parfois un petit peu à contresens. Ça vous grandira la plupart du temps et ça vous permettra de pouvoir exploiter certaines zones que vous n'auriez pas forcément exploitées en temps normal. Olivier, encore une fois, mille merci et je te dis peut-être à très vite pour qui sait un prochain épisode. à bientôt. Merci à toi. Ok, top. Tip top.